Donc, là aussi, je reprends où j'en étais hier. Donc, moi, j'ai bénéficié de l'aide et de l'amitié de Jean-Noël Pélène à mes débuts. Et donc, il y avait un cadre scientifique qui était dans ma collègue, qui était de répondre à cet appel d'offres sur les identités régionales. Donc, j'avais tout un cadre scientifique où je devais trouver des marqueurs d'identité, etc. Tout un tas de vocabulaire. Et je n'avais honnêtement pas du tout moi, je n'étais pas du tout outillé scientifiquement pour répondre à ces questions, pour me servir de tous ces outils-là, d'ailleurs qui avaient leurs propres limites, mais c'est pas grave. Mais par contre, de fait, après, c'est les enquêtes c'est le terrain qui m'a formé, et je crois que c'est le contact avec les personnes dans l'interview vraiment qui a fait surgir les problématiques et les choses qui m'ont intéressé, parce que par contre, si je n'arrivais pas à me débrouiller avec cette espèce de problématique qu'on m'avait collée, par contre, je trouvais des choses extrêmement intéressantes que me racontaient les gens que je rencontrais. Donc, je devais enquêter sur des choses que j'enquête sur, à la fois sur la musique instrumentale, sur la chanson, et un peu sur la paramusique aussi. Là aussi, dans une perspective musicologique, il fallait aussi s'occuper de paramusique, sinon on n'avait pas fait le job jusqu'au bout. Donc j'avais enquêté aussi sur les instruments des ténèbres, principalement. Voilà. Et donc j'ai assez systématiquement enregistré. La bande coûtait cher au début, donc je ne faisais pas des interviews complètes, mais enregistrées. Mais c'est vrai que aussi Jean-Noël Pélène m'avait poussé d'enregistrer le plus tôt possible, d'éteindre le plus tard possible le magnétophone. Alors c'est fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les enquêtes, les enregistrements sont de plus en plus longs. Au début, ils sont courts, après, ils sont de plus en plus longs. Et puis, donc, quand j'ai enquêté, d'une part, il y avait peu de musiciens traditionnels, quoi, joueurs de hautbois chez nous qui étaient en vie. Il n'y avait plus qu'un, Léon Larose, que j'ai rencontré longuement, qu'on a filmé aussi à ce moment-là avec Alain Charrier, Josie Cormier et notre caméraman, j'ai oublié le nom, qui était la compagne de Claude Alran à ce moment-là, ou antérieurement encore, je ne sais plus. Donc, en fait, j'ai surtout, et en enquêtant sur la chanson, j'ai surtout enquêté sur les témoins de la musique. C'est-à-dire, comme j'allais voir les gens aussi pour la chanson, je leur posais aussi des questions sur d'où venaient les joueurs. Au début, je voulais savoir ça, quels étaient les joueurs, qu'est-ce qu'ils jouaient, où était l'instrument, etc. Et tout de suite, j'ai été capté par leur discours sur la fête, sur le cadre de la musique, comment organiser une fête votive, la jeunesse, etc. Parce que là, c'est un discours autant sur les musiciens, ils ne savaient pas me dire grand-chose, en fait, ni sur leur répertoire. Mais par contre, sur la fête, ça, il y avait un discours très abondant, comment on organisait, sur le carnaval également, comment étaient organisés les balles, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressé, et finalement, c'est là-dessus que je me suis orienté, tout en continuant à suivre le fil d'identifier les joueurs de hautbois, leurs instruments, voilà, et sur la chanson. Alors sur la chanson aussi, et sur le répertoire des instrumentistes aussi, j'étais un peu surpris parce que je ne trouvais pas les modèles que j'avais de répertoire traditionnel, point de vue esthétique et autres, parce que c'est un territoire où, je pense c'est un peu la même chose en Catalogne, qui a été très sensible au mode de son temps, et depuis très longtemps, les répertoires de tradition orale ont été remplacés par toute la musique des orchestres de champêtre, etc., que les joueurs de hautbois eux-mêmes avaient adopté. Et dans la chanson aussi, dans la chanson traditionnelle, je ne retrouvais pas ce qu'avait pu collecter Louis Lambert 80 ans, 100 ans, même 100 ans auparavant, la collecte, mais des collectes, des chansons à la mode qui ne m'intéressaient pas beaucoup. J'ai enregistré des kilomètres de blé d'or, ce que je voudrais. Mais quelque chose qui m'a plus intéressé à ce moment-là, là aussi tu en parlais, c'est les chansons de chansonniers. Il y avait beaucoup de chansons, alors que pour le coup étaient en occitan, sur des airs à la mode en général, avec quelquefois des productions très abondantes, notamment dans le village de Lansargues, où j'avais recueilli aussi des recueils de chansons avec des chansons qui faisaient 20 couplets, ils en faisaient, je ne sais plus, aussi peut-être une dizaine chaque année, ou une vingtaine chaque année, donc ça fait une production chansonnière considérable. Je travaillais aussi, vous demandez comment est-ce que je trouvais les témoins, j'étais passé aussi par les clubs du troisième âge. Il y a beaucoup de clubs du troisième âge. Donc ça me permettait à la fois de pouvoir repérer des personnes, d'avoir une interview collective, qui a un intérêt mais aussi ses limites, parce qu'on n'a jamais été très loin. Mais ça m'a permis de repérer notamment de très bons chanteurs, notamment M. Doma de Marcillard, là, dans le disque qu'on avait fait avec lui, après sur la bovine.
et d'autres, de très belles chanteuses aussi, Saint-Bolzy le Putois, des femmes qui avaient travaillé notamment dans les filatures de soie, on chantait dans les filatures, travail qui avait été continué d'ailleurs par Michel Vidal après sur ce chant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, dans les centres d'intérêt, effectivement, j'ai un peu laissé tomber là aussi. Je me suis intéressé beaucoup aux joueurs de hautbois, sur les instruments, comment ils circulaient. Et puis, oui, je l'ai dit aussi, dans le collectif, dans la musique nostre, il y avait au départ aussi l'archiviste, une des archivistes des archives départementales. Donc, je suis allé sous sa direction voir un peu, m'a montré les inventaires, comment chercher dans les inventaires, etc. Donc, j'ai cherché les hautbois dans les descriptions d'inventaires. Et donc, parallèlement aux enquêtes, et là je rejoins tout à fait ce que tu as dit, Luc, spontanément, j'ai commencé à chercher aussi, soit dans des publications éditées, soit dans des archives manuscrites, notamment du 18e, et j'ai trouvé des fonds extraordinaires, notamment du 18e, où je retrouvais un peu en parallèle, ce que les gens me racontaient dans les enquêtes, il y avait un parallèle immédiat dans des archives de police, notamment, qui étaient fort bien faites, qui ont toujours été bien faites à la police, on le sait, mais qui étaient très bavardes, en tout cas au 18e, et qui donc décrivaient tous les débordements qui embêtaient les autorités locales et qui étaient fort intéressantes pour moi, voilà, parce qu'il y avait souvent des musiciens, non pas dans les provocateurs, mais qui étaient là autour de la jeunesse qui était provoquée, et les musiciens se tenaient en général un peu en retrait parce que c'était leur gagne-pain, donc c'est méfier. Donc ça m'a donné aussi orienté vers un travail historique, ethno-historique sur cette musique-là. Voilà. Par contre, si j'avais envie, c'est de ne pas avoir assez interviewé les musiciens d'orchestre de bal champêtre, qui étaient très très répandus chez nous, qui avaient pris la suite des joueurs de hautbois d'ailleurs. Et ça ne m'a pas intéressé parce qu'ils jouaient de la musique sur partition. Donc je suis allé les voir, bien sûr, parce qu'on m'a envoyé chez eux. Mais je les ai questionnés sur ce qu'ils pouvaient avoir gardé comme répertoire de tradition orale, ce qu'ils savaient des joueurs de hautbois. Mais après, le fait qu'ils jouent des scottish et des valses, des polkas et des mazurkas sur des partitions qu'ils achetaient chez les éditeurs de Lordon ou autre, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Alors j'en ai interviewé plus longuement quelques-uns ou deux sur la fin, effectivement, mais c'est vrai que leur activité en tant que musicien au sein des fêtes de village, ça a été, on dit pas mal de choses, mais je n'ai pas tout enregistré, pas tout noté à ce moment-là. Et puis ce que je faisais aussi, parce qu'il y avait donc au départ, je devais faire un terrain qui était très large, ça devait être sur tout le bas Languedoc, donc vous imaginez le truc. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'enquête vraiment dans ce secteur-là. Et puis Jean-Noël m'a dit tu n'y arriveras pas, il faut que tu te resserres. Fais un truc autour de Montpellier, puis si tu habites à Montpellier, c'est plus pratique, ça fait moins de kilomètres en voiture. Voilà. Ça a eu par chance, on est tombé aussi sur ça coïncidait avec le territoire qui était avec la limite est de la pratique du hautbois et celle où la mémoire de ces instruments était la plus forte. Donc ça tombait bien. Voilà. Après, j'ai un peu étendu sur les Cévennes. Parce que là aussi, on a trouvé le fil aussi d'une mémoire assez forte sur cet instrument. Et puis, j'ai enquêté également sur tout ce qui pouvait rester de manifestations traditionnelles dans laquelle la musique était restée. Donc, c'est toutes les sorties d'animaux totémiques, le Gignac, le bœuf de Metz. Je crois que j'ai fait à peu près, pour les plus anciens en tout cas, parce que ça, c'est des animaux totémiques qui s'ancrent en permanence, donc y compris quelquefois des musiques ou des légendes, etc. Donc j'ai fait les grands historiques, quoi, voilà. Aussi la danse des soufflets dans un village assez Aéropostale, je suis allé voir l'hiver carnaval aussi, parce que j'avais été voir comme ça, donc j'ai pu enregistrer soit notamment les joueurs de tambour, notamment à Gignac, qui jouent avec un rythme sur un rythme à 5 temps, un roulement sur un rythme à 5 temps, ça c'était assez intéressant. Donc, j'avais enregistré un jeune d'ailleurs qui jouait, et puis celui qui lui avait appris que j'ai enregistré et interviewé. J'ai bien fait d'ailleurs, parce que je suis allé il y a pas longtemps à Gignac, qui joue plus du tout ça. Voilà, donc ça, après j'ai continué ces enquêtes, on va dire pratiquement jusqu'à aujourd'hui. De ci, de là, notamment, moi j'étais responsable des archives sonores à l'ODAC, et on avait fait une opération qui s'appelait Des visages et des lieux, où le collègue
collecter des photos dans un village, toutes les photos, il est bien les amener, notamment des photos de famille, qui sont les plus riches, beaucoup plus riches que les cartes postales. Et moi, je faisais des interviews un peu tous azimuts, sur la mort du village. Voilà. Et donc là, j'ai pu continuer à faire des enquêter, parmi forcément, dans les interviews, il y avait une partie sur la fête, sur la musique, et on a pu récupérer comme ça des photos que j'aurais jamais pu récupérer, qui étaient dans des familles avec des musiciens en situation. Voilà. Filmer, j'ai pas beaucoup filmé, donc je vous dis Léon Larose. Je suppose que ces enregistrements sont aux archives, j'ai jamais vérifié si c'était vraiment. Et puis on avait filmé aussi avec, j'avais demandé à Daniel Lotto de venir une fois pour filmer une chanteuse danseuse qui habitait au Largue, mais qui était originaire du Tarn. C'est pour ça que j'avais demandé à Daniel si elle intéressait de venir. Une dame que j'ai longuement enregistrée chez elle, qui dans sa toute petite cuisine, qui devait faire quelques mètres carrés, et j'avais enregistré et dansé avec elle. Voilà. Donc j'avais appris son répertoire de danse, et donc après Daniel vous avait filmé, il se trouvait qu'elle était d'ailleurs à l'hôpital à ce moment-là, donc on avait filmé ça dans le hall de l'hôpital avec des gens qui rentraient, des portes qui s'ouvraient, des automatiques, mais avec les deux mandarines pour éclairer, etc. Elle était dans son monde dans les années. Elle était née en 1900, donc en 1900. Non, on avait l'éclairage et c'était parfait. Voilà. Et on lui avait demandé d'ailleurs, ça vous impressionne pas, une infirmière a dit, alors ça vous impressionne pas, t'as l'habitude? Oh, pensez, j'ai l'habitude. J'ai été filmé de sa vie. Voilà. Donc Marie Célérien pour moi. Voilà. Et puis j'ai également, vous dites, j'avais pas la pratique d'avoir des carnets, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça, un carnet de terrain, j'en avais pas. Par contre, j'ai pris des notes parce que j'avais fait aussi des enquêtes. Donc j'avais réduit l'espace. Donc avec la problématique, c'était d'arriver aussi à faire des enquêtes sur des micro-espaces, hein, d'essayer de voir s'il y avait des nuances dans les pratiques musicales de micro-pays à l'autre, ou comment on pourrait définir ces micro-pays. Et effectivement, il y en avait d'ailleurs. Et pour avoir une couverture géographique j'étais assez. Peut-être ça vient. Je ne sais pas si ça vient de ma formation de biologiste au départ, cette histoire de voir une idée des variations sur le terrain, etc. Ce qui m'a fait penser, c'est que, en toute modestie, d'ailleurs, Audrey Court fonctionnait pareil, qui était agronome au départ et qui avait toujours herborisé, avait aussi fait un travail de géographie, notamment des joues, etc. Pour compléter ce travail géographique, je faisais aussi, j'allais tout simplement dans un village et il y a toujours un endroit qu'on appelle quelquefois le Sénat, hein, le Sénat, où se retrouvent les vieux. Il y a toujours, moi j'habite à Mévé, il y a toujours un endroit, il y a toujours un banc où ils se retrouvent, c'est possible au soleil. Et donc j'allais les voir et je leur posais quelques questions sur les musiciens, etc. Donc ça m'a permis à la fois de trouver des témoins, mais aussi d'avoir un renseignement avec une enquête rapide, de savoir un peu parce qu'il y avait quand même un zonage assez clair des pratiques instrumentales, d'avoir une idée assez précise. Quand tu dis que tu n'avais pas de carnet, mais que tu avais des notes. Alors je notais quand j'enregistrais pas, pardon. Je n'avais pas de carnet de terrain systématique, mais quand j'enregistrais pas, je faisais une fiche d'enquête. Et ces notes, tu les prenais pendant l'entretien? Après. Après, c'est ça. Parce que après. Moi j'avais été très frappé parce que disait Jean-Michel Wilcher qu'il ne prenait jamais de notes devant ce que lui appelait les informateurs et non des témoins. Mais qu'en revanche, sa femme et lui, aussi les informateurs, à peine sortis de l'endroit où ils avaient été reçus, se mettaient dans un coin et notaient, puis après remettaient en forme ces notes. Voilà, c'était vraiment une démarche très... Enfin, surtout ne pas prendre de notes sous les yeux des informateurs, mais le faire tout de suite après. Donc ça, moi, c'était pas réfléchi comme démarche, c'était beaucoup plus pratique. On discutait avec les gens, puis je prenais après l'essentiel de ce que j'avais... avec beaucoup de pertes, hein, quand on regarde, quand on réécoute par rapport à l'enregistrement, il y a beaucoup de pertes dans les notes. Voilà, je ne sais plus s'il y avait d'autres choses. Moi, je n'ai pas joué avec les enquêtés, d'abord parce que j'étais un oboïste débutant, et ensuite parce que j'avais pas celui avec qui j'aurais pu jouer, donc c'était Léon Larose. J'ai joué quelques fois chez lui, pas véritablement avec lui d'ailleurs, et donc Léon Larose,
il était passionné aussi par, comme souvent les joueurs de hautbois, par les airs d'opéra qu'il pouvait jouer. Hein. C'était l'instrument, pour lui, le hautbois était fait pour jouer des airs d'opéra. Voilà, c'était son idée. Voilà. D'ailleurs, j'étais venu avec Jacques Merlet, le France Musique, l'enregistrer chez lui. Alors, il avait joué, je ne sais plus, l'Aubade du Roi 10, c'est partie de ces trucs. Et puis de polka et autres. Et Jacques Merlet, dans l'émission, n'avait mis que la polka. Et Léon Larose était furieux. Furieux. Parce qu'il n'avait pas montré le sommet de son art. Moi, j'étais bien incapable de jouer un air d'opéra que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ça me gavait, franchement. Léon Larose, donc c'était difficile de. Bien qu'on avait une grande complicité avec Léon, et sa famille d'ailleurs m'a prévenu de son décès, que je sois à son enterrement et que je vérifie qu'il était bien enterré avec son instrument. Il m'a montré comme il l'avait recommandé. Il m'a dit, vous voyez, on l'a mis avec son. Et pour l'anecdote aussi, à son enterrement, on a joué l'air qu'il a demandé de jouer, la descente de la bourse, qui était l'air le plus moment saillant des joutes. Voilà. Et un autre joueur de bois qui était là, a dit, il a joué un autre air aussi qui met bien les jeunes de 7. Je vais vous jouer, gardez-vous de vieillir. Ce qui ça n'est pas rendu compte, n'était pas vraiment à propos. Voilà. Donc j'ai pas trop joué pas du tout avec les musiciens, donc il y avait plus guère que Léon Larose à ce moment-là comme joueur de hautbois. Et Larose, comment il avait appris? Alors Léon Larose avait appris, il était au départ, c'était vraiment un des tout derniers de la vieille génération. Il avait appris, il était à Montpellier à ce moment-là, bien qu'il était natif de Metz. Il avait fait de la musique à l'école, il avait appris la basse, j'ai dû l'écrire quelque part. Il avait appris la basse, et après, revenant dans son village à Metz dans les années 1920, il avait entendu, alors ce moment le voix était très courant, il y a un joueur qui s'appelait, je ne sais plus son nom, son nom c'était Gambetta, parce qu'il avait une coquetterie dans un œil, comme le grand Gambetta paraît-il. Et donc, qui venait du village à côté, Saint-Pargoire, et il lui a dit cet instrument m'a plu, et il a pris cet instrument. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, si, ça doit être ça, parce qu'il aurait pu jouer de la basse et se faire. Parce qu'il y a la question de l'argent aussi. Les joueurs de bois étaient assez bien payés. Il était ouvrier agricole, Léon Larose, et en un week-end de jeu, il se payait la semaine autant que sa semaine d'ouvrier agricole. Mais il aurait pu faire la même chose, je pense, avec temps. Mais il n'a pas choisi les orchestres ruraux, c'est un choix esthétique pour lui au départ.